Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Comprendre pour agir. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question du président Trump, le président des États-Unis, fraîchement réélu, et nous allons nous poser la question de savoir si, comme le croient certains patriotes français, il nous faut à nous également un Trump à la française. Alors je vous avoue que c'est un peu pénible, un peu difficile d'entendre certains patriotes s'enthousiasmer un peu vite de la présidence Trump et des premières mesures prises, alors même qu'effectivement il y en a qui sont encourageantes, mais qui en oublient pour autant ce dont Trump est le représentant, ce dont Trump est le nom, car les États-Unis ont un certain nombre d'invariants. Les États-Unis ont précédé eux, le président Trump, et probablement les États-Unis lui survivront. Donc nous allons dans un premier temps évoquer ce qui est positif, ce qui change et ce qui nous intéresse dans les premiers temps de la présidence Trump. Dans un deuxième temps, nous allons évoquer les invariants, ce qui ne change pas, ce qui va perdurer des caractéristiques américaines malgré la présidence de Trump ou avec la présidence Trump. Et dans un troisième temps, nous allons évoquer les motifs d'inquiétude, car il y en a, notamment à l'aune de ce duo qu'il forme avec le sémillant Elon Musk. Alors dans un premier temps, ce qui change, ce qui est positif. Alors, premier dossier, la sortie de l'OMS. Oui, effectivement, c'est une mesure très positive. Les États-Unis sortent de l'OMS. Pour tous ceux qui s'intéressent au dossier, on sait aujourd'hui que l'OMS est aux mains d'intérêts privés, que l'OMS n'a de santé que le nom, que l'OMS est entièrement dirigée par un certain nombre de très grandes fortunes américaines, pour lesquelles probablement l'argent a fait perdre la raison, des gens qui sont imbibés d'idéologies folles et qui veulent soumettre l'humanité à cette idéologie, à leurs idéologies, en passant par le biais de l'OMS. Donc ce sont des personnages toxiques, avec des intentions insupportables, des intentions inacceptables. L'OMS est leur cheval de Troie, donc il est bien clair que sortir de l'OMS est une nécessité absolue, non seulement pour la France, pour les États-Unis, pour tous les pays du monde, me semble-t-il. Donc c'est une très très bonne nouvelle que le président Trump décide de cela. Ça va probablement affaiblir la capacité de nuisance de l'OMS dans le monde. Dossier suivant, la question du Covid, qui est connexe à celle de l'OMS. L'escroquerie du Covid, pour la nommer comme il faut. Il est temps que cette escroquerie soit dévoilée de A à Z. Il est temps que les responsables soient traînés en justice. Il est temps que les victimes soient indemnisées. Bien entendu, aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs. Il est cependant peu probable que le président Trump puisse aller jusqu'au bout de ces investigations, car il ne faut pas oublier que lors de son premier mandat, le président Trump avait voulu et fait en sorte que la solution au Covid soit américaine et qu'elle soit dans le tout vaccinal. Donc le président Trump avait une implication dans le choix du tout vaccinal et une implication dans le choix américain. Il avait fait en sorte que les États-Unis puissent produire au plus vite des vaccins à répandre, évidemment, pour notre plus grand bien, dans le monde entier. Donc il est peu probable que le président Trump aille gratter jusqu'au niveau de responsabilité qui est le sien en la matière et que cela limite fortement les remises en question et les mea culpa. Dossier suivant, la question du dossier Epstein. Le dossier Epstein avec la question de la pédophilie dans le monde, qui est un dossier particulièrement pénible, qui est une honte absolue, une honte pour nos pays, une honte pour notre civilisation. Ces milliers et milliers d'enfants qui chaque année disparaissent de manière inexpliquée et qui ne sont jamais retrouvés, c'est une honte. Il va falloir évidemment sévir de manière impitoyable. On souhaite bien entendu que cette entreprise du président Trump soit couronnée du succès. On souhaite évidemment qu'en France, il y ait quelqu'un capable prochainement de s'emparer de ce sujet en étant également impitoyable. Il faut tout de même redouter, on peut tout de même redouter que le président Trump se trouve confronté à des obstacles auxquels il ne s'attend pas en la matière, mais néanmoins, on lui souhaite une pleine et entière réussite. Dossier suivant, la question des Kennedy, l'assassinat de JFK en 1963 à Dallas, puis de son frère Bob en 1968. Même si ça peut sembler être une question américaine, il n'en est rien, parce qu'en réalité, ce sont les agissements du président Kennedy, les agissements à venir du président Kennedy que l'on voulait empêcher,
probablement sur un plan international, probablement en matière de diplomatie. Donc tout le monde sera intéressé à savoir quels sont les agissements du président Kennedy que l'on voulait empêcher à ce moment-là et quels sont les acteurs qui se trouvaient derrière, qui a souhaité effectivement, qui a fait en sorte qu'il soit tué. Là, sur ce dossier également, il est fort peu probable que le président Trump puisse aller jusqu'au bout de ses investigations, puisqu'il est possible qu'en grattant sérieusement, il finisse par trouver l'implication de l'un ou l'autre État du Proche-Orient et que le dévoilement de cette implication mette un coup définitif contre la façon dont le président Trump envisage de régler la question palestinienne. Il est possible donc que les investigations du président Trump trouvent rapidement des limites. Dossier suivant, la question du wokisme. Alors oui, effectivement, il peut sembler curieux qu'en 2025, on ait à se réjouir qu'un président des États-Unis nous rappelle qu'il n'y a que deux genres dans l'humanité, le genre masculin et le genre féminin. C'est comme si on devait se réjouir qu'il nous rappelle que 1 plus 1 font 2. Oui, on en est rendu là en 2025, en France comme dans d'autres pays d'Occident. On en est rendu là après des décennies et des décennies d'imbécilités diverses et variées, d'idéologies toutes plus abjectes et détestables les unes que les autres, que l'on nous impose à grands coups de massue, à grands coups de menaces. Donc il est bien temps d'en finir définitivement avec ces délires. Il est bien temps de remettre, comme on dit chez nous, l'église au milieu du village et de réaffirmer des choses qui n'auraient jamais dû être contredites. Dossier suivant, la question du 11 septembre. Alors, d'abord sur le 11 septembre, première chose, il faut être idiot aujourd'hui pour imaginer qu'un immeuble, qu'une tour de bureau puisse s'effondrer sur elle-même à la vitesse de la chute libre sans y être puissamment aidé. Ça, c'est le premier élément. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le 11 septembre, avec le mensonge de Colin Powell, on se souvient de la fiole de Colin Powell aux Nations Unies, le mensonge du 11 septembre a été le prétexte à de nombreuses exactions américaines dans le monde, au premier rang desquelles la destruction pure et simple d'un pays qui s'appelle l'Irak, un pays qui est riche en ressources pétrolières, un pays qui a été rendu au Moyen-Âge, un pays dans lequel il y a eu des centaines de milliers, voire peut-être 1 million de victimes ou plus, essentiellement des victimes civiles. Un pays qui aujourd'hui continue, une guerre qui aujourd'hui continue de faire des victimes en Irak, puisque je le rappelle que là-bas ont été utilisées des armes illégales, c'est-à-dire des armes dont les munitions étaient constituées d'uranium appauvri, c'est-à-dire des munitions qui aujourd'hui tapissent le sol de l'Irak et continuent chaque jour de faire des milliers et des milliers de victimes par cancer. Donc, si les États-Unis, si le président Trump voulait agir jusqu'au bout d'un éventuel mea culpa, il serait intéressant que les États-Unis puissent envisager d'indemniser l'Irak, puissent envisager d'indemniser les Irakiens, que les États-Unis nettoient le sol d'Irak sur lequel ils ont répandu des armes à l'uranium appauvri. C'est fort peu probable que les États-Unis aillent jusque-là, où ça relèverait du miracle. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le 11 septembre a été le prétexte au vote de deux corpus de lois qui se nomment Patriot Act 1 et Patriot Act 2, de deux corpus de lois particulièrement liberticides. Le premier a été signé, le premier décret a été signé quelques jours, miraculeusement quelques jours après les attentats du 11 septembre. C'est pourtant un décret qui fait plusieurs centaines de pages, donc on imagine que les Américains ont travaillé d'arrache-pied pour rédiger ça en quelques nuits. Imaginez le contraire, imaginez que tout ça a été anticipé, ce serait évidemment complotiste. Donc ces corpus de lois sont particulièrement liberticides puisqu'elles permettent aux États-Unis, au motif de notre sécurité bien évidemment, d'espionner les citoyens américains jusque dans leur plus profonde intimité à travers les moyens électroniques que l'on connaît aujourd'hui, mais non seulement les citoyens américains, mais également les citoyens du reste du monde, en vertu du principe d'extraterritorialité que les États-Unis s'arrogent en cette matière comme en d'autres matières, grâce aux grandes oreilles des États-Unis, c'est-à-dire les oreilles de la NSA, qui se trouvent réparties à peu près de manière homogène
sur toute la planète à travers des États complices qui offrent leur territoire pour espionner les populations du monde à la solde des États-Unis. Là aussi, il est peu probable, et très peu probable, que les États-Unis fassent marche arrière là-dessus, reviennent, abrogent le Patriot Act 1 et 2, puisque ces lois liberticides permettent à ce pays-là d'espionner les citoyens du monde entier, qu'il s'agisse de leur vie privée, qu'il s'agisse de questions économiques, qu'il s'agisse de questions politiques. C'est une mine de renseignements colossale pour les États-Unis, et il est peu probable qu'ils y renoncent. Voilà, donc on voit qu'à partir des premières mesures prises par Trump, il y a des éléments très encourageants, des éléments positifs, dont on ne peut que se réjouir, mais il y a également des limites, des blocages qui apparaîtront sans aucun doute, des limites qui apparaîtront à l'action de M. Trump dans ce domaine. Question suivante, quels sont les invariants? Quelles sont les choses qui ne vont pas changer avec Trump? Quels sont les invariants des États-Unis? Qu'est-ce qui fait que les États-Unis resteront les États-Unis malgré cette présidence Trump? Ces invariants ont une colonne vertébrale. Qui est une clé de lecture qui permet de comprendre les agissements des États-Unis, leur comportement vis-à-vis des autres nations, leurs agissements dans le monde depuis plusieurs décennies. Il s'agit de ce qu'on nomme la doctrine de la destinée manifeste, et qui ensuite s'est commuée en doctrine Monroe, lorsque le président Monroe est arrivé aux fonctions aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il? La doctrine de la destinée manifeste, c'est l'idée selon laquelle les États-Unis sont un pays missionné, investi d'une mission divine d'expansion territoriale et de propagation de leurs pseudo-valeurs. Quelle est l'origine de cette doctrine? Puisqu'en réalité, il ne s'agit rien d'autre que d'un sentiment de supériorité. Les citoyens américains sont imbibés de cela, puisque de la petite école, de la maternelle jusqu'à la faculté, c'est quelque chose qu'on leur enseigne. On leur enseigne que leur pays est investi d'une mission divine de propagation de leur façon de voir, de leur façon d'être et de leur façon de faire, mais tout ça pour le bien. Donc comme c'est pour le bien, on peut le faire de gré ou de force. L'origine se trouve dans les premiers colons qui sont arrivés aux États-Unis, les premiers colons qui étaient des protestants, les protestants calvinistes. Vous savez que le calvinisme est une branche du protestantisme, et ces colons, imbibés de leur compréhension de la religion, compréhension, comment dire aujourd'hui, sujette à caution, ou plus ou moins assez discutable pour le moins, et ces colons étaient absolument convaincus d'être investis d'une mission divine, d'être des élus, d'être un peuple élu de Dieu, qui allait conquérir une nouvelle terre, laquelle n'était pas vierge, qui allait conquérir une nouvelle terre pour y établir expressément une sorte de Jérusalem terrestre. Rien de ça. C'est cela, notamment, qui a conduit, qui a justifié au massacre de ces millions et millions d'Indiens, donc les populations natives avant que les colons arrivent, ce qu'on nomme les Indiens d'Amérique. On estime les chiffres les plus bas sont à 8 ou 10 millions d'Indiens massacrés. Donc c'est un véritable génocide. Alors cette idéologie, cette idée de la destinée manifeste a été formulée pour la première fois en 1845. C'est là que le terme destinée manifeste est apparu dans un article publié par un journaliste dans son journal, et ce journaliste s'appelait M. O'Sullivan. Et c'était un article dans lequel il plaidait pour l'annexion du Texas à l'époque, en disant que les États-Unis avaient une destinée manifeste et qu'elle devait étendre cette destinée manifeste, et qu'elle devait sans aucun frein étendre sa zone d'influence dans le monde entier, à commencer à l'époque par le Texas, puisque c'est effectivement cette idée de la destinée manifeste qui a justifié la façon dont les États-Unis se sont ensuite constitués, dont ils se sont agrandis. Ils ont commencé par un certain nombre d'États, ils ne sont pas tout de suite arrivés à la forme qui est la leur aujourd'hui. Les États-Unis se sont construits soit par annexion, soit par acquisition. Alors, on a un certain nombre d'États, le Texas, l'Oregon, la Californie, se sont rattachés aux États-Unis de cette manière. Mais on a surtout aussi le souvenir de la Louisiane, en 1903, qui a été vendue à Napoléon, qui avait besoin de financer sa politique de conquête.
les États-Unis donc ont racheté ce qu'on nomme la Louisiane, qui était française à l'époque, et qui n'a rien à voir avec la Louisiane d'aujourd'hui. Vous savez, la Louisiane d'aujourd'hui, c'est cet État relativement petit qui est sur la frange sud des États-Unis, au bord du golfe du Mexique, que Trump veut renommer golfe des États-Unis, donc au bord du golfe du Mexique, mais la Louisiane de l'époque n'avait rien à voir avec ça. C'était un État, enfin c'était une zone géographique au centre des États-Unis, allant du nord au sud, et représentant à peu près 1 300 000 km², c'est-à-dire 2,5 fois la surface de la France aujourd'hui, ce qui est absolument colossal. Donc, et qui chevauche aujourd'hui, je crois que l'équivalent de la Louisiane représente 8, elle doit chevaucher 8 ou 10 États actuellement aux États-Unis, donc l'ancienne Louisiane. Donc on comprend que les États-Unis se sont construits de cette manière. L'Alaska a été acheté à la Russie en 1867. On imagine que les Russes aujourd'hui doivent s'en mordre les doigts pour des raisons purement géopolitiques et géostratégiques. Et puis c'est ce qui a justifié ensuite, c'est cette idée-là de la destinée manifeste qui a justifié toutes les interventions et qui continue de justifier toutes les interventions à l'étranger. Il faut savoir que les Américains sont puissamment imprégnés de cette idée-là, que leur pays est supérieur et qu'il doit répandre, qu'il est investi par une mission divine, qui doit répandre sa façon d'être, sa façon de voir dans le monde entier. Et c'est pour cela qu'on trouve récemment un Trump, il y a quelques semaines ou quelques jours, et qui a proposé, sans vergogne, de racheter le Groenland. Alors pour nous Français, ça peut sembler complètement fou. L'idée même que le président Trump n'ait aucune gêne, aucune honte à proposer une telle chose, témoigne lourdement de l'état d'esprit qui est l'état d'esprit américain qui est si éloigné du nôtre. Est-il seulement capable, le président Trump, est-il seulement capable, un seul instant, d'imaginer que tout le monde n'a pas envie de souscrire à la sous-culture américaine? Est-il capable, un seul instant, d'imaginer que tout le monde n'a pas envie d'enfiler sa chemise de bûcheron, de monter dans son pick-up et d'aller au fast-food le plus proche pour s'empoisonner avec un hamburger? Est-il capable de s'imaginer qu'un pays, c'est une âme et qu'on n'achète pas une âme? Alors certes, vous me direz, s'il propose l'échange contre monnaie sonnante et trébuchante, il y aura sans doute quelques Groenlandais repus de Netflix ou autres qui se réjouiront de prendre quelques dollars pour voter en faveur d'une annexion par les États-Unis. Mais quand même, le simple fait de proposer cela témoigne d'une incompréhension complète de ce que c'est un pays avec des racines. Il témoigne d'une incompréhension complète de ce que c'est un attachement du peuple à sa terre. Il témoigne d'une incompréhension complète de ce que c'est qu'une histoire. Et pour cause, les États-Unis sont un pays de déracinés, de gens déracinés. C'est un pays qui a 2 siècles d'histoire. Donc c'est un pays où les gens n'ont pas de racines. C'est un pays d'immigration constitué de briques et de brocs, où finalement l'être humain est une donnée d'ajustement, une variable d'ajustement que l'on peut bouger comme on veut. Voilà, c'est la culture internationale, la culture mondialiste. On va d'un pays à un autre et finalement on s'attache à rien, nulle part, ni à personne. Mais c'est le contraire de l'histoire du genre humain. Et on retrouve ce comportement, c'est un comportement in fine de marchand de soupe. C'est un comportement de marchand de soupe. En réalité, on voit à travers ces agissements que le président Trump, bien qu'il ait été élu président, ne cesse pas d'être ce qu'il a toujours été, un marchand immobilier. Alors c'est un métier très honorable en soi, c'est très bien. Mais lorsqu'on devient président des États-Unis, on doit cesser d'être marchand dans son âme. On doit raisonner autrement. On ne peut plus raisonner de manière mercantile comme cela. Ce n'est pas possible. Pourtant, aux États-Unis, ça fonctionne parce que les États-Unis sont puissamment imprégnés de ce mercantilisme. L'argent avant tout, le business avant tout, et tout est business. Et c'est cela qui a permis aussi au président Trump, il y a peu, de proposer que la bande de Gaza devienne une sorte de nouvelle Riviera, de nouvelles côtes d'Azur sur la Méditerranée. Alors bien sûr, en faisant fi, en éliminant complètement, définitivement, la population gazaoui, comme on a éliminé à l'époque les Indiens d'Amérique. C'est-à-dire maintenant une bonne partie a été massacrée, ceux qui restent, on va leur proposer de partir en Égypte ou en Jordanie, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais voilà, on va les chasser parce que ça fait peut-être pas propre de les laisser là-bas.
pour construire une Riviera où on va installer des hôtels de luxe, des casinos, je ne sais quoi. C'est absolument abject. C'est absolument abject et innommable. Et c'est précisément cela qui permet de comprendre la différence d'état d'esprit entre les États-Unis et la France, ou même l'Europe de manière générale. Cet état d'esprit sans état d'âme, sans considération pour l'humain, sans considération pour l'enracinement, sans considération pour l'histoire, pour la culture. On bouge les gens comme ça à la surface du globe, sans aucune considération. C'est dégoûtant. Et puis, la suite de cela, c'est que bien évidemment, on voit que les États-Unis sont un pays qui, depuis des décennies, s'assied sur la légalité, notamment dans la question du Proche-Orient. C'est un pays qui n'utilise le droit que lorsque ça l'arrange. Et bien évidemment, aujourd'hui, maintenant que la CPI a condamné Netanyahou et quelques-uns de ses ministres, contre lesquels un mandat d'arrêt a été délivré au titre du génocide qui s'accomplit depuis maintenant des mois et des mois en Palestine, eh bien non, le président Trump a décidé que ça ne lui convenait pas. Il a décidé d'interdire de séjour sur le sol américain les juges de la CPI. Donc ça veut dire que le droit, là aussi, on s'assied dessus, on s'assied sur le genre humain, on s'assied sur le droit, comme on s'est assis sur les résolutions de l'ONU, on s'assied sur les jugements de la CPI, et on continue de modeler le monde à son envie, à sa façon, en méprisant absolument tout le reste, parce qu'on est puissamment convaincu qu'on est le phare de la liberté, on est le phare du bien, et tout le reste, ma foi, ce sont juste des abrutis qui n'ont pas encore compris comment il fallait faire. On voit donc la marque ainsi d'un comportement et d'un pays sans racines, convaincu de sa supériorité sur tous les autres, et doté d'une arrogance que seule cette doctrine de la destinée manifeste lui confère. Alors, sur ces questions-là, j'aimerais bien suggérer à M. Trump de lire un livre de Simone Weil. Simone Weil avec un W, bien évidemment. Simone Weil, juive, convertie au christianisme, qui a rejoint De Gaulle en 1940 à Londres et qui a écrit un livre qui s'intitule « L'enracinement ». Un livre qu'elle n'a pas pu achever puisqu'elle est décédée de la tuberculose en 1943, mais un livre qui a été publié dans les années 50 par Albert Camus, un livre qui traite précisément du lien entre une terre et une population, entre une population et son sol historique. C'est particulièrement intéressant et je pense que c'est une grande ligne de fracture entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la France. Autre invariant, la notion d'extraterritorialité. Je vais y arriver. La notion d'extraterritorialité, de quoi s'agit-il? Les États-Unis se sont arrogés le droit d'appliquer leur loi à l'extérieur de leur territoire. Normalement, une loi ne s'applique que sur un territoire donné. Elle ne s'applique que sur un territoire donné, sur les résidents, les personnes qui résident sur ce territoire. Non, les États-Unis ont décrété unilatéralement, avec l'acceptation de certains pays amis, bien évidemment, que leurs droits en certaines matières allaient s'appliquer à l'étranger et dans certains pays étrangers et à certaines populations étrangères. J'en veux pour preuve, par exemple, la question des sanctions. Lorsque un pays ne convient pas aux États-Unis, lorsqu'il n'est pas bien obéissant, les États-Unis prennent des sanctions contre lui, comme un maître d'école tape sur les doigts de son élève récalcitrant. Et lorsqu'il s'agissait de faire l'embargo sur un certain nombre de pays punis par les États-Unis, la BNP, Banque française, avait, il y a quelques années, enfreint cette interdiction de manière peut-être maladroite et avait contourné cette interdiction. Or, le dollar, il suffisait de suivre la trace du dollar pour retrouver par quelle banque ces montants étaient passés. Donc la BNP a été prise la main dans le sac, quand bien même, normalement, la BNP, Banque française, n'était pas soumise à cette loi américaine, eh bien, elle était prise la main dans le sac et elle s'est vue punie d'une amende de 8,9 milliards de dollars qu'elle a dû payer, que la BNP a fini par payer, sans quoi, effectivement, elle se voyait interdite d'exercer son activité aux États-Unis. Donc c'est un scandale absolu. On voit là aussi que les États-Unis s'arrogent des droits que personne ne leur a concédés. Ils se les arrogent par la force, ils se les arrogent par la domination économique, militaire, par le dollar notamment.
on en verra peut-être la fin, bien évidemment, dans les prochains temps, parce que les pays des BRICS sont en train de constituer un contre-feu qui a pour vocation de tuer le dollar, et c'est ce que l'on souhaite de nos voeux. Mais néanmoins, cette permanence de l'extraterritorialité relève aussi de cette logique américaine d'expansion, même de ses lois, à d'autres personnes et à d'autres territoires. Autre sujet également qui montre que les États-Unis s'asseyent sur le droit, s'asseyent sur le droit international notamment. Il faut savoir que les États-Unis disposent dans le monde de prisons secrètes. Il y a 54 pays dans le monde qui abritent des prisons états-uniennes secrètes. Et quand on dit secrètes, ça signifie d'abord et avant tout qu'elles ne sont soumises au contrôle d'aucun juge. Elles ne sont pas soumises au contrôle de la Croix-Rouge. Les prisonniers rentrent là-bas sans qu'un juge ait vérifié pourquoi ou sans qu'un juge l'ait ordonné. Les prisonniers peut-être en ressortent, mais on ne sait pas, sans contrôle du juge également. On ne sait pas pourquoi ils sont inculpés, on ne sait pas ce qui leur est reproché, on ne sait même pas qui se trouve dans ces prisons. Mais on sait qu'il y a des prisons qui regroupent des opposants politiques aux États-Unis dans le monde entier. 54 pays dans le monde qui, par complicité avec les États-Unis, ont décidé d'accueillir des prisons illégales. Donc là aussi, les États-Unis s'asseyent sur la légalité de tout leur poids et de toute leur largeur, s'asseyent sur la légalité dans le monde entier et détiennent des prisonniers sans aucun contrôle d'aucun juge et ni aucune loi qui ne vient s'y appliquer. Quand bien même, les États-Unis, en même temps, se font les parangons de vertu, les défenseurs de la démocratie qu'il faut absolument répandre dans le monde entier, de gré ou de force, etc. On voit que tout cela est une vaste blague. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire une citation de Mitterrand, une citation de François Mitterrand, qui n'a pas été le meilleur président français, loin s'en faut, mais néanmoins qui a dit quelque chose de très intéressant dans une interview qu'il a donnée au journaliste Marc-Georges Benamou en 1995, un livre qui a été écrit par le journaliste Benamou dans les derniers moments du dernier septennat de François Mitterrand. Cette citation, je ne suis pas le premier à la produire. François Asselineau on a déjà fait état et a déjà développé beaucoup de sujets là-dessus. Voilà ce que disait Mitterrand. Mitterrand disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Voilà, ça ne changera pas. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, et pour cause. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Je rappelle, par exemple, que le débarquement du 6 juin 1944 n'a pas été fait dans une intention libérale, n'a pas été fait pour répandre la démocratie dans le monde et pour abattre le vilain Hitler. Non, le vilain Hitler, bien évidemment, c'est d'abord la Russie, c'est d'abord l'Union soviétique qui en est venue à bout. Et seulement en juin 1944, quand les troupes du Troisième Reich étaient bien usées, que s'est ouvert un deuxième front avec les États-Unis qui ont laissé quelques dizaines de milliers de morts, effectivement. Mais l'intention qui était celle des États-Unis était celle d'une opportunité de conquête. Alors, pas une conquête grossière comme les conquêtes militaires où on met un casque à pointe à la place d'un gouvernement français. Non, pas du tout. Il s'agit de quelque chose de plus subtil. J'en veux pour preuve l'AMGOT. Donc, AMGOT est un terme qui signifie le gouvernement américain sur les territoires occupés. Il faut savoir que les Américains avaient préparé et formé, avant de débarquer en Europe, des milliers de fonctionnaires américains pour venir prendre place en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, pour venir prendre place et y mettre une administration américaine en place sous commandement américain. Donc ce qui était intentionné par les États-Unis, c'était d'y mettre en place son administration avec son gouvernement politique. Alors tout cela, ce serait fait évidemment de manière
comment dirais-je, bien maquillé, puisqu'on aurait mis en place qui en France, qui en Italie, qui est au Benelux ou autre, eh bien un Italien, un Français, etc., et qui aurait été particulièrement compréhensif, comme on le dit aujourd'hui, avec les États-Unis. Eh bien, ce fut le cas. Ce fut le cas puisque seuls 2 pays ont refusé l'offre insistante de l'AMGOT, du gouvernement américain pour les territoires occupés. Seuls 2 pays, la France et le Danemark. La France, comme vous le savez, grâce au général de Gaulle, qui s'est élevé contre cela, qui a piqué une grosse colère lorsqu'il a appris que les États-Unis étaient en train d'imprimer, ou avaient imprimé, des quantités de faux billets français pour y répandre leur monnaie en France et prendre le pouvoir économique sur la France. De Gaulle s'y est opposé, et effectivement, cette AMGOT n'a pas pu se mettre en place. C'est grâce à cela que la France n'est pas devenue immédiatement, même si elle est devenue aujourd'hui, n'est pas devenue immédiatement une colonie américaine. Ça n'était que reporté dans le temps, mais tous les autres pays libérés, entre guillemets, par les États-Unis, sont devenus des colonies. J'en veux pour preuve, l'Allemagne, par exemple, est une sorte de colonie américaine. J'en veux pour preuve la tentative d'accord qu'avait fait De Gaulle, tentative de traité que De Gaulle avait proposé au président Adenauer en 1963 sous le vocable de traité de l'Élysée. C'était un traité qui permettait aux États-Unis, à l'Allemagne de préférer la France dans ses relations et permettait à la France de préférer l'Allemagne dans ses relations. C'était l'idée de la nation préférée, de la nation prioritaire. C'était un traité qui avait pour objet de construire, pour le coup, un véritable couple franco-allemand qui a été l'un la priorité de l'autre en matière de collaboration économique, politique, diplomatique et autres. C'était un projet fort intéressant voulu par le général de Gaulle. Et lorsque ce projet de traité est arrivé devant le Bundestag et le Bundesrat, donc la chambre haute et la chambre basse du Parlement allemand, les parlementaires allemands, déjà bien imbibés de la présence américaine, ont dit oui, tout ça c'est très bien, mais on va rajouter un petit préambule. Et ce préambule disait que, ma foi, quoi que l'on raconte dans ce gentil traité, la relation transatlantique, donc la relation avec les États-Unis, prévaudra sur toute autre chose. Donc en trois lignes, les députés allemands du Bundestag et du Bundesrat ont supprimé, ont vidé de son contenu ce projet. Alors donc les présidents français et allemands, le président allemand Adenauer était dépité parce qu'il savait bien de quoi il s'agissait. Ils ont conservé les apparences, ils ont fêté ce traité. De Gaulle a reçu Adenauer avec lequel il avait des relations personnelles assez proches. De Gaulle a reçu Adenauer à la Boisserie. Ils ont donné le change, ils ont souri devant les photographes, mais chacun d'eux savait bien ce qu'il en était en réalité. Et lorsqu'on nous parle aujourd'hui de couple franco-allemand, c'est juste une tartufferie, c'est juste une véritable blague, puisque les Allemands sont totalement affidés aux États-Unis et le personnel politique allemand est totalement affidé aux États-Unis et aucun des dirigeants allemands n'a remis en question la prédominance américaine en Allemagne depuis la libération de 1945. Alors même si la l'AMGOT a été effectivement empêchée de s'établir en France grâce au général de Gaulle, néanmoins la présence américaine en France a tout de même produit ses effets à travers notamment le plan Marshall qui, je le rappelle, était un prêt destiné à la France, un prêt pour se reconstruire, mais surtout un prêt pour consommer. Le plan Marshall avait des contreparties. La contrepartie, c'était d'acheter des biens et des denrées américaines, sans quoi le plan Marshall n'aurait pas pu être octroyé. Mais aussi et surtout, le plan Marshall était l'opportunité de forcer l'ouverture de la France au soft power américain à travers l'industrie du cinéma et d'y forcer la création d'un débouché pour le cinéma américain, au sens où le plan Marshall a contraint la France d'ouvrir ses salles de cinéma et a contraint la création d'un très grand nombre de salles de cinéma en France destinées à recevoir exclusivement les productions en quantité
de Hollywood. Et on sait très bien que les productions de Hollywood sont en partie, l'étaient ou le sont encore, sont en partie financées par la CIA et sont conçues comme un véhicule de propagande américaine destiné à montrer les États-Unis sur leur plus beau jour, destiné à valoriser les États-Unis et à propager l'idée selon laquelle c'est une très grande démocratie, un pays merveilleux dans lequel tout le monde a sa chance et blablabla, blablabla, blablabla. Donc, ce plan Marshall a permis l'implantation en France de ce qu'on nomme le soft power à travers le cinéma, puis les œuvres musicales, les chansons, la littérature, etc. Et petit à petit, la présence américaine en France a suscité un certain nombre d'oppositions. Et on se souvient que dans les années 50, puisqu'il y avait encore une présence militaire en France à l'époque, une présence militaire américaine, celle-ci a suscité une contestation de la part de la population française et surtout orchestrée par les partis communistes et socialistes. On se souvient de manifestations fortes en France avec des banderoles US Go Home, donc les États-Unis, rentrez chez vous. Mais petit à petit, tout cela est passé, tout est rentré dans l'ordre pour les États-Unis, le soft power a fait son effet et les Français imprégnés de ce soft power, montrant tout le temps les États-Unis sous le jour du sauveur, de la démocratie, du pays des libertés, etc., etc. Les Français se sont fait à l'idée de la présence américaine en France, et petit à petit, c'est l'état d'esprit français qui a été imprégné de l'état d'esprit américain, et l'état d'esprit français s'est petit à petit commué. Et c'est ainsi que l'âme française, petit à petit, a été perdue non seulement par tout un chacun, par les Français, mais surtout a été corrompue, a été achetée par les États-Unis, a été achetée dans les sphères dirigeantes, a été achetée dans nos pseudo-élites. Alors, quand je dis acheter, je parle de corruption active et passive, je parle de ces nombreux clubs de réflexion, ce qu'on nomme les think tanks et toutes ces choses-là, qui sont des organes d'influence en France, qui sont extrêmement nombreux, sans même parler des Young Leaders, donc des formations dans lesquelles nos pressentis dirigeants français vont se former aux États-Unis, prendre les instructions afin de revenir en France, bien boosté comme il le faut, et d'être propulsé, d'être mis en avant par des médias, eux également, très compréhensifs avec les États-Unis. Et à ce titre-là, je ne résiste pas à l'envie de vous citer une très belle phrase de Charles Péguy. Charles Péguy qui disait « La plus dangereuse des invasions, est celle de la vie intérieure. » Donc on parle bien là du soft power. La plus dangereuse des invasions est celle de la vie intérieure, infiniment plus dangereuse, dit-il, pour un peuple que l'invasion territoriale. Et là, on vient toucher à quelque chose de très important, puisque nous avons en France, depuis maintenant fort longtemps, depuis quelques dizaines d'années, un grand nombre de nos dirigeants politiques ou une grosse partie de notre population qui note et qui se plaint à juste titre de ce qu'on nomme l'invasion migratoire organisée, mais personne ne se plaint de l'invasion des âmes. Personne ne se plaint de savoir, personne ne se pose la question de savoir par qui cette invasion migratoire organisée, par qui est-elle voulue. Alors évidemment, on comprend que c'est l'Union européenne. Quand on cherche un peu les traités qui ont aboli les frontières, l'organisation de l'immigration par quota, etc., etc., bien évidemment. Mais qui est derrière l'Union européenne? De quoi l'Union européenne est-elle le nom? L'Union européenne est là pour dissoudre les nations françaises, allemandes, italiennes, etc., etc., pour les dissoudre dans un ensemble supranational qui sera beaucoup plus facile pour les États-Unis de diriger que d'influencer chacun des pays individuellement. Donc l'Union européenne est quelque chose de voulu. D'ailleurs, quelqu'un comme François Asselineau l'a parfaitement et bien expliqué dans ses vidéos, dans ses premières vidéos il y a quelques années. Également De Villiers, si vous lisez le livre de Philippe De Villiers qui s'intitule « J'ai tiré le fil de mensonge », vous verrez que l'Union européenne, la construction européenne, est entièrement voulue, conçue et préméditée par les États-Unis pour rendre les pays d'Europe
plus facile à dissoudre, plus facile à soumettre politiquement et plus facile à transformer en un ensemble de consommateurs amorphes, totalement amorphes. Oui, donc cette phrase de Charles Péguy est très intéressante parce que on se plaint effectivement en France de la vague migratoire organisée qui a pour but, c'est clair, de dissoudre, d'abîmer et puis de dissoudre notre civilisation, de créer le désordre chez nous, parce que évidemment les personnes que l'on fait venir dans nos pays ne sont pas les plus raffinés de ces pays-là, ne sont pas les plus diplômés, ne sont pas ceux qui sont revêtus des meilleurs comportements. Donc les personnes que l'on fait venir sont des personnes qui ont parfois, mais oui, effectivement, tendance à verser dans l'illégalité, dans des comportements illégaux dès qu'ils sont arrivés chez nous, parce que ce sont des personnes peu éduquées que l'on fait venir de ces pays-là. Mais personne donc ne se préoccupe de savoir qui a piloté, qui pilote à travers l'Union européenne cette invasion migratoire. Personne ne se préoccupe non plus de savoir pourquoi cette invasion des âmes, cette invasion de la vie intérieure dont parle Charles Péguy. Personne ne se préoccupe de savoir ces millions et millions de Français qui s'abreuvent chaque jour de Netflix ou autre. Et c'est cela, c'est l'ensemble de cela qui a petit à petit changé les âmes, qui a américanisé la France, qui a américanisé les âmes. Or, nous, notre ADN français est un ADN très différent du peuple américain. C'est un ADN très différent, quand bien même nous sommes blancs et majoritairement chrétiens comme sont les Américains. Pourtant, notre histoire, l'histoire qui nous a construits, fait que notre ADN, nos attentes, notre conception du rapport à la vie, notre conception de la politique, du pouvoir, du rapport au pays est très différente. Je rappelle simplement qu'aux États-Unis, tout, absolument tout, de la santé à l'énergie en passant par les transports, est livré à l'avidité du secteur privé. Je rappelle qu'aux États-Unis, les services publics sont quasiment inexistants, qu'on a aux États-Unis 30 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, qu'on a 37 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 13% de la population. Tout cela, alors effectivement, tout cela relève d'un État qui est faible. Quand je parle de l'État qui est faible, je ne parle pas des États-Unis qui seraient faibles, je parle de la présence de l'État en comparaison avec la présence du secteur privé. Donc les États-Unis, c'est un pays, où l'État est faible, où les secteurs privés prédominent, où il y a une logique de chacun pour soi et où l'État doit être minimal, réduit au minimum. En France, notre ADN est complètement différent. Les Français attendent d'un État qu'il soit non seulement arbitre, mais un État qui soit protecteur. Protecteur, par exemple, des individus contre la voracité des intérêts particuliers, contre la voracité des entreprises, afin que, par exemple, on cesse de vendre des eaux minérales toxiques, dangereuses pour la santé, avec la complicité du gouvernement. Un État protecteur afin que, par exemple, on ne puisse pas vendre ou imposer des vaccins dont il est avéré aujourd'hui, des pseudo-vaccins dont il est avéré aujourd'hui qu'ils produisent des effets indésirables, même des morts, des handicaps à vie en quantité colossale. Protecteur, un État protecteur également, afin que l'on puisse manger, consommer de la nourriture sans être suspicieux, sans se demander si cette nourriture va nous rendre malades ou non, parce qu'avec l'avidité du secteur privé, eh bien, notre nourriture est devenue chargée d'une quantité innombrable de produits toxiques qui atteignent à notre santé. Donc les Français sont imprégnés de la demande, de la volonté d'avoir un État protecteur, mais également un État juste, un État impartial, un État qui puisse ne pas être livré entièrement, ne pas être livré du tout aux intérêts privés. Aux États-Unis, il faut bien comprendre que l'État est presque inexistant, qu'il est totalement, que l'État est totalement pétri, l'État est totalement pétri ou vérolé par l'immixtion du privé qui trouve un moyen d'y répandre son influence ou ses ambitions commerciales, etc., etc. Donc nous, Français, nous sommes
constitué d'une manière complètement différente. Et ça, sont des choses, des invariants aux États-Unis, des invariants qui ne vont pas changer avec Trump. Il faut comprendre aussi qu'aux États-Unis, les États-Unis sont un pays où, par exemple, la charité est défiscalisée et elle se transforme en un spectacle mondain, où les femmes arrivent revêtues de leurs plus belles toilettes, les hommes arrivent avec leurs plus grosses voitures, et puis tout ça devient finalement un grand spectacle où les photographes sont là, où chacun paye très cher sa place, mais on profite pour sa notoriété. Ma foi, chez nous en France, les choses sont différentes. La charité a plutôt tendance à ne pas être un spectacle encore. La charité a plutôt tendance à se pratiquer dans la discrétion, même si effectivement, parfois, elle peut être défiscalisante. Là, aux États-Unis, non seulement elle est défiscalisante, mais c'est surtout une façon de faire du très gros business, comme par exemple la soi-disant philanthropie d'un certain milliardaire qui a réussi dans l'informatique. Donc toutes ces choses sont des choses qui nous différencient énormément. Les États-Unis sont un pays où il est considéré que gagner de l'argent de manière quasiment obscène et de le dépenser de manière quasiment obscène aussi est une grande valeur en soi, témoigne d'une réussite absolue et fait de vous une grande personne. Aux États-Unis, on est considéré à raison de ce que l'on possède et non pas à raison de ce que l'on est. C'est le pays de l'avoir, du posséder. Peut-être nous, Français, sommes-nous encore, bien que nous soyons de plus en plus américanisés, bien que nous glissions vers le modèle américain de par nos dirigeants depuis plusieurs décennies, mais peut-être nous, Français, sommes-nous encore plus à même de considérer les individus en raison de ce qu'ils sont, en raison de leur comportement, en raison de leurs intérêts pour tel ou tel sujet, non pas en raison de ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore, grâce à Dieu, des Américains, nous ne sommes pas encore allés au bout de cette matérialisation absolue de toute chose. C'est-à-dire que le prisme principal aux États-Unis, c'est le prisme de l'argent, et tout découle de cela. Cette fameuse phrase « money talks », l'argent parle. Donc l'argent, c'est le discriminant de toute chose. Les États-Unis sont un pays où le fait d'être riche est considéré comme un signe d'élection divine, et où l'on va à l'église pour prier Dieu, et cependant le lendemain, à peine sorti de l'église, on utilise les pires méthodes, les pires comportements vis-à-vis de son voisin ou de son collègue de travail ou de son concurrent dans le business pour essayer de tirer son parti ou de le détruire. Donc tout ça sont des choses qui nous différencient énormément. Notre France n'est pas notre ADN n'est pas celui d'un peuple où l'argent est le maître étalon de toute chose. Nous voulons un État fort pour protéger les individus et que chacun puisse en France avoir un travail qui lui permette de gagner sa vie dignement et de vivre dignement de son travail. Non pas de passer sa vie à courir après l'argent et de n'avoir que cela pour alpha et pour oméga. Ne pas oublier que l'argent est un moyen et non pas une fin en soi. Donc l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga de toute chose. Tout cela aussi sont des choses qui nous différencient énormément entre la France et les États-Unis. Donc si tant de malheurs nous sont arrivés en France ces dernières années, c'est d'abord parce que nos élites et les citoyens français eux-mêmes se sont laissés happer par cette américanisation des âmes, par cette américanisation avec le soft power qui fait que finalement, tout se passe et personne ne se soulève contre quoi que ce soit. Donc petit à petit, la France s'est fait américaniser en toute chose. La France a perdu son âme, nous avons perdu notre âme française et nous sommes allés dans une direction qui n'est pas conforme à ce que nous sommes. La culture de l'argent avant tout, l'ultralibéralisme et toutes ces choses-là, tout ce qui en découle, c'est toute une conception de la vie, toute une conception des choses qui n'est pas conforme à notre ADN français. Et c'est parce que nous sommes loin de notre nature que nous sommes en mal-être, que la France est en mal-être, que les Français sont en mal-être. Vous savez, il y a une très belle chanson de Michel Polnareff. Michel Polnareff s'était exilé aux États-Unis pour des raisons fiscales, là, je crois. Et finalement, dans une chanson, il avait évoqué son mal-être, son manque de la France. Cette chanson s'intitule « France ».
Et dans une strophe, il dit « Lorsque je suis loin de toi, je suis comme loin de moi ». Et ça me fait penser précisément à ce qui arrive aux Français. Les Français sont loin d'eux-mêmes depuis plusieurs années. À force de s'être américanisés dans les comportements, dans l'état d'esprit, à force de s'être laissés politiquement américanisés, dans les idéologies qu'on nous implante à coups de massue, de gré ou de force, des idéologies que l'on nous impose, on s'est éloigné de nous-mêmes. Les Français sont éloignés de nous-mêmes parce qu'ils font leur des débats et des questionnements politiques qui sont importés des États-Unis, qui sont importés de l'idéologie américaine et qui ne sont pas le fruit de ce que nous sommes historiquement, qui ne sont pas le fruit des strates géologiques qui ont construit la France et les Français. Et effectivement, on s'est éloigné de nous-mêmes. Et voilà, comme disait Paul Nareff, lorsque je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Lorsqu'on est loin de notre France historique, on est loin de nous-mêmes. Et c'est ça qui a construit petit à petit le malheur français dans lequel, le désastre français dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc la véritable question est d'abord de savoir quand et comment nous allons nous désaméricaniser. Parce que l'intérêt de la France, c'est effectivement d'abord de se désaméricaniser pour récupérer ce qu'elle est elle-même, pour se retrouver elle-même. Or, nous ne pourrons probablement pas nous désaméricaniser tant que l'Amérique aura le grappin, aura cette emprise sur nous. Alors, on va revenir à ce sujet un peu plus loin, mais j'aimerais maintenant évoquer la troisième question de cette vidéo qui représente les sujets d'inquiétude. Les sujets d'inquiétude, car il y en a quelques-uns dans cette alliance, notamment entre Trump et le sémillant Elon Musk. Alors on trouve là aussi quelque chose qui est la marque des États-Unis, c'est cette alliance entre la politique au plus haut niveau et les industriels de la tech. Je rappelle que normalement, un président, encore une fois, doit être totalement indépendant et ne doit pas être le véhicule, le faire-valoir, le cheval de Troie des intérêts, des industries, etc., etc. Ce qui évidemment ne pose aucun problème aux États-Unis, poserait problème en France. Et c'est pour ça que je suis très prudent lorsque certains patriotes s'enthousiasment un peu vite sur la présidence Trump, puisqu'il y a tant de choses qui nous séparent, Nous, en France, nous voulons un président indépendant, un président qui soit hors de portée des intérêts privés, qui soit le garant de la sécurité, de la liberté et du bien-être des Français, et non pas le porteur d'eau des industriels. Alors là, on a une alliance inédite entre Trump et Elon Musk. La première question qui se pose, c'est de savoir qui sert qui. Est-ce que c'est Elon Musk qui va aider Donald Trump, ou est-ce qu'il s'agit de Donald Trump qui va être le cheval de Troie ou le porteur d'eau des idées un peu folles, il faut le dire, d'Elon Musk. Quelles sont ces idées folles? La première idée, c'est Neuralink. Vous savez que Musk a un projet qui s'intitule Neuralink, dont l'idée est d'implanter des puces dans le cerveau humain afin, entre guillemets, d'augmenter les capacités de l'être humain. Alors sans vouloir débattre longtemps sur ce sujet, parce qu'il ne mérite même pas d'être débattu, le fait même d'avoir une telle idée témoigne irréversiblement d'une incompréhension complète de ce qu'est l'être humain, avec son âme, et avec une âme rattachée à une certaine verticalité. Donc ces gens-là sont des purs marchands, qui n'ont absolument rien compris, qui sont obnubilés par les progrès de la technologie, et qui sont incapables, par les débouchés, la fortune, le pouvoir que ça leur permet, de mettre un frein à ces avancées technologiques et de dire un stop à certains endroits clés. Or, on peut considérer, nous considérons que le fait d'implanter une puce dans le cerveau humain est un non absolu. C'est une ligne rouge à ne définitivement pas franchir et qui témoigne d'une incompréhension complète de ce qu'est l'être humain. Autre sujet, autre idée folle d'Elon Musk, la conquête de Mars. Ah oui, Elon Musk veut conquérir Mars, il ne s'en cache pas. Il veut conquérir Mars, qu'il considère comme une porte de sortie pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il considère que l'humanité est déjà fichue et que l'alternative est sur Mars.
il veut expressément implanter une colonie humaine sur Mars comme alternative à la vie terrestre. Alors là aussi, si l'être humain avait été conçu pour vivre sur Mars, il y serait déjà depuis fort longtemps. Mais ce qui est le pire dans tout cela, c'est d'imaginer les milliards et les milliards et milliards qui vont être investis dans cette stupidité, plutôt que de les investir dans le règlement de problèmes que nous avons ici sur Terre. Donc on n'a même pas encore commencé à s'attaquer aux problèmes de la vie sur Terre, avec les milliards par exemple de M. Musk, que déjà il veut conquérir Mars. C'est une inversion complète de l'ordre des choses. Et il serait bien de revenir un peu de bon sens dans ce domaine et de consacrer son argent, par exemple, si M. Musk ne sait pas quoi faire de son surplus d'argent, il peut par exemple construire des bâtiments pour les SDF, pour loger les SDF dans le monde entier, afin que plus personne ne dorme dans les rues. Avec tout l'argent qu'il a, ça ne devrait pas être difficile. Il peut aussi, par exemple, faire en sorte de défaire, une fois pour toutes, l'agriculture dans le monde, de la défaire du lobby de l'agrochimie, afin que nous puissions demain, afin que tout un chacun demain puisse manger des produits de l'agriculture, transformés ou non, manger des produits de l'agriculture sans se demander si on va être empoisonné ou pas, si ça va nous créer un cancer ou je ne sais quelle autre maladie d'Alzheimer, ou je ne sais quelle maladie clairement en lien avec les produits chimiques dont sont perclus les produits agricoles depuis maintenant fort longtemps. Voilà, si M. Musk ne sait pas quoi faire de son argent plutôt que d'aller sur Mars, voilà des choses très simples à résoudre. Donc, au bout du compte, ça me fait penser, l'histoire de Musk me fait penser, j'aimerais bien à chaque vidéo vous conseiller un livre, mais là j'aimerais bien vous conseiller un film, finalement. Un film, j'aimerais bien vous conseiller de regarder Moonraker, de James Bond, un James Bond de 1979. Alors vous savez que dans James Bond, il y a toujours le cinglé de service. Le cinglé de service, là en l'occurrence, il s'appelle Drake. Drake, qui est joué par le personnage de Michael Lonsdale. Et Drake, alors, a pour objectif d'aller coloniser la Lune avec des navettes spatiales US. Il veut coloniser la Lune en y envoyant des humains, hommes et femmes, sélectionnés sur des critères de soi-disant perfection génétique, afin qu'ils se reproduisent en toute sécurité sur la Lune. Et pendant qu'ils se reproduisent sur la Lune, il veut détruire la population terrestre qui, selon lui, n'est pas conforme à ses souhaits. Et une fois que celle-ci sera détruite, faire revenir sa population entre guillemets parfaite de la Lune et la faire recoloniser à la Terre à nouveau. Alors c'est très amusant parce qu'on peut se demander si ce James Bond est prémonitoire ou non, mais en fait entre le cinglé de service de ce James Bond et Elon Musk, il y a quand même un certain nombre de points communs et je vous invite vraiment à regarder ce film parce que vous passerez un bon moment, c'est toujours très divertissant un James Bond, mais surtout ça vous permettra de voir les parallèles étonnants entre James Bond et monsieur Elon Musk. Voilà, donc en conclusion, j'aimerais simplement dire que la France, au bout du compte, est malade de sa soumission aux États-Unis. Elle est malade de sa soumission aux États-Unis et ce n'est pas Trump qui changera quelque chose, puisque l'idée même que nous prenions notre indépendance vis-à-vis des US est tout à fait impossible, impensable, ou même c'est une idée détestable pour les États-Unis, et l'Union européenne est bel et bien conçue comme un instrument d'emprise indirecte des États-Unis sur la France. Donc, comment se défaire de cette emprise des États-Unis? Je pense que ça viendra tout seul. Les États-Unis finiront eux-mêmes par trébucher sur leurs contradictions internes ou le caractère détestable de leurs agissements. Il y a toujours, même si la justice des hommes tarde un peu à venir, il y a toujours une justice immanente qui elle-même met un peu de temps à notre goût, mais lorsqu'elle vient, elle frappe toujours extrêmement fort. Dernière réflexion par rapport à l'élection de Trump. Comme la France a pour intérêt que les États-Unis s'affaiblissent afin de lâcher l'emprise qu'ils exercent sur notre pays, peut-être aurait-il été finalement préférable, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, peut-être aurait-il été finalement préférable que Mme Kamala Harris soit élue, puisque celle-ci aurait précipité encore plus vite avec son wokisme et toutes ses imbécilités, aurait sans doute précipité la chute des États-Unis
encore plus que ne le fera le président Trump, ou du moins il l'aurait fait plus vite que ne le fera le président Trump. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager. À bientôt, au revoir.